Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi 20 octobre 2025. Au sommaire de notre émission Afrofoot aujourd'hui, on va démarrer avec le Cash Chrono. Un Cash Chrono où chaque chroniqueur va livrer son fait marquant de la semaine écoulée. Wissa à la CAN ou pas, un drame qui est survenu du côté du Ghana. Et on va parler de tout ça dans quelques instants. Foot Panorama revient sur les infos fortes de la semaine avec un focus sur les 9 pays déjà qualifiés pour le mondial 2026 et surtout le sacre de nos amis marocains, justement, dans le cadre du mondial des U20. On y reviendra dans quelques instants. Dans le foot à plat, le grand débat de ce Afrofoot, on va s'interroger justement, s'agissant des barrages éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, entre le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Nigeria, on va se poser la question, et le Gabon, on va se poser la question de savoir qui c'est qui va décrocher son ticket pour le mondial 2026. Ensuite, dans le duel royal, tu préfères, on va parler de Sadio Mané et de Mo Salah. Qui vous préférez si toutefois vous avez le chéquier, vous choisissez qui pour être justement votre titulaire? Ce sera avec Lucas dans quelques instants. Ensuite, face à face, Ousmane, Lucas, ils vont justement s'affronter 2 minutes chacun. Regragui, le sélectionneur marocain, est-ce qu'il aura la pression? Est-ce qu'il joue sa crédibilité justement sur cette CAN 2025? Et enfin, Crack Légende rend hommage à Rabat Madjer avant de conclure avec Prochain Contrôle, l'agenda du foot à ne pas manquer justement. C'est une sélection d'Afrofoot dans laquelle on va vous donner nos pistes justement des matchs à regarder dès la semaine prochaine. Commentaires, analyses, décryptage et pronostics. Bienvenue dans Afrofoot. Tout de suite et maintenant, je vais saluer Lucas. Salut Lucas. Bonjour Malik. Ça va bien? Ça va très bien. T'as une petite forme là? Non, ça va. Ça va quand même. On est prêt. Hein, t'es prêt? Toujours. Bon, je suis content. Salut Léo. Salut Malik, ça va? Toi aussi, ça va la forme? Écoute, ça va, retour de trêve, petit week-end animé dans le paysage footballistique. J'aime bien ton kaki là. Ouais, il claque bien. J'aime bien la couleur, tu vois. J'aime ça. Les couleurs en général. Mais c'est pas la couleur de l'Olympique Lyonnais, on est d'accord. Non, c'est vraiment... il est tout beau. Salut Ousmane. Salut Malik, salut à tout le monde. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bah, content que tu sois là également. Et puis on a notre nouveau Julien Oda. Ça va Julien? Ça va très bien Malik, très ravi d'être ici dans ce plateau. Alors Julien, toi tu es Camerounais? Je suis Camerounais d'origine Malik. Et puis tu es éducateur de football aussi? Tout à fait, je suis éducateur de football au FCCF. D'accord. Voilà, dans le 92. Dans le 92, hein. On attend justement tes lumières, hein, parce que, Ouais. outre le fait que tu sois passionné de foot, tu pratiques le foot, entre guillemets. Hein, on aura besoin de tes lumières dans quelques instants. Les amis, hein, le programme il est hyper chargé. On va aller tout de suite pour le Cash Chrono. Ousmane, tu as envie de nous parler de Yohan Wissa? Ouais, j'ai envie de parler de Yohan Wissa à travers la déclaration d'Alan Shearer qui, je cite, il a dit « Ce sera une décision difficile pour Wissa de ne pas y aller ». Je parle bien sûr de la CAN, parce qu'on veut toujours représenter son pays, mais il n'a pas joué tout l'été et il aurait pu faire preuve de plus de responsabilité en ne disputant pas autant de minutes en sélection. Newcastle a beaucoup investi sur lui. Il n'a pas encore joué pour le club. Il doit aussi faire preuve de loyauté envers nous. Moi, j'essaie de comprendre ce que veut dire Shearer, mais j'y arrive pas. Parce que dire à un joueur de jouer avec le frein en main, avec son équipe nationale, alors qu'il y avait... des enjeux majeurs pour une qualification à la Coupe du Monde, déjà c'est manquer de respect parce que lui, il sait ce que ça peut faire dans la carrière d'un joueur de jouer à la Coupe du Monde. Notamment, il a été capitaine de l'Angleterre à la Coupe du Monde 98. Une légende de Newcastle. Exactement, Alan Shearer. Donc, faire comprendre à son joueur, ouais, tu as raté, parce que tu t'es blessé avec l'équipe nationale, tu as raté beaucoup de matchs, tu devrais faire main basse à la CAN pour pouvoir bien représenter ton club. C'est un manque de respect. Et à chaque fois, c'est des choses qui arrivent. Là, on est à un peu plus de 2 mois de la compétition. Encore une fois, ce vieux serpent de mer. Est-ce que la CAN doit se jouer? Est-ce que les joueurs doivent participer à la CAN? On se rappelle encore, en janvier-février dernier, il y avait encore les propos de Carragher sur Mohamed Salah. Encore une fois, à chaque veille de compétition,
Ces choses sortent Compétition encore. africaine, hein, tu veux dire, notamment Compétition la CAN. africaine, je parle bien sûr de la CAN. Ces genres de débats sortent qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est un manque de respect envers la CAN, envers le continent africain. Jamais, au plus grand, jamais un entraîneur européen ou une légende européenne dira à son joueur de ne pas aller disputer l'Euro. Mais cela dit, Ousmane aussi, hein, il y a quand même des... On voit même, hein, que ce soit en Espagne, en France, avec le Paris Saint-Germain, certains joueurs, là en l'occurrence c'était au niveau des blessures, mais ça revient un peu à la même chose. Je sais qu'en Espagne, il y a le cas Yamal, par rapport au fait qu'il joue beaucoup en club, certes, il y a son sélectionneur qui le fait jouer beaucoup, selon les dires du coach de son club. Et inversement, on a eu le cas d'Embélé avec Deschamps, Luis Enrique, en tout cas avec le Paris Saint-Germain. Il y a toujours aussi ces remontées-là, justement, de ces clubs qui stigmatisent le fait que des joueurs blessés ou en méforme se retrouvent titularisés en sélection. Léo, qu'est-ce que toi t'en penses par rapport au cas Wissa avec déjà, la République démocratique du Congo? Déjà, je trouve que c'est un manque de considération, comme Ousmane l'a dit, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Newcastle, en recrutant Wissa, était conscient que Wissa allait y participer, allait devoir être absent. Comme tous les clubs qui recrutent des joueurs africains d'ailleurs, beaucoup à l'OL, beaucoup à l'Olympique de Marseille pour parler de la France, ils le savent que les joueurs vont partir en sélection et c'est normal, la sélection doit passer avant tout. Parce que représenter son pays, je pense que déjà c'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais d'aucuns te disent que ce n'est pas les sélections qui rémunèrent les joueurs. Oui, mais au bout d'un moment, les clubs, ils doivent aussi, si tu ne veux pas t'exposer à ce que ton joueur parte pour disputer une compétition, là en l'occurrence la CAN, et bah, tu ne le recrutes pas, tout simplement. Parce que tu sais que tu t'exposes à ce genre de risque. Et là, on sait, les joueurs, ils en parlent souvent, que ce soit d'ailleurs en Afrique, en Europe, peu importe, que représenter son pays, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, il ne faut pas aller à l'encontre de leur volonté, je pense. Et ça donne plus de valeur aux joueurs. Aussi. Voilà. Aussi. Un joueur international, quand tu le poses sur la balance avec un joueur qui n'est pas international, on sait très bien qui choisir. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? On continue justement ce cache chrono cette fois-ci avec toi, mon cher Lucas. Tu as envie de parler de quelque chose d'assez triste. Oui, effectivement, c'est le drame qui secoue le football sénégalais et la société sénégalaise aussi. C'est le décès du jeune Cheikh Touré. Donc, c'est un gardien qui était à l'académie de l'Esprit Foot de Yambel. Et en fait, il a été approché... Yambel, pardon. Je sais pas, je connaissais pas la prononciation. Et du coup, ce joueur de Yambel, il a été approché par des pseudo-recruteurs qui devaient le faire jouer au Maroc. Et en fait, c'était un guet-apens. Donc il y allait en pensant faire des essais pour le Maroc. Et il a été menacé par des armes à feu. Il a été emmené de force au Ghana. Et là-bas, ses ravisseurs ont fait une vidéo, des photos, des vidéos de lui qui se faisait torturer, qui se faisait maltraiter en demandant une rançon à sa famille. Et comme la famille n'était pas en mesure de payer, bah, ils ont mis leur menace à exécution et ils ont tué le jeune homme. Donc c'est un drame évidemment. Le ministre des Sports sénégalais a réagi en appelant les clubs, académies et joueurs à redoubler de prudence face aux offres non vérifiées de tests ou de transferts à l'étranger et a conseillé à tous les acteurs du foot de passer par les circuits connus, officiels. Mais on peut ne pas s'empêcher d'avoir de la peine pour ce drame parce qu'on comprend que ce jeune, il avait forcément envie de réussir, il suivait sa passion. Et en fait, il y a tellement de personnes mal intentionnées autour du foot que on en arrive à ces situations dramatiques. Donc je pense qu'au nom de toute l'équipe d'Afrofoot, on apporte notre soutien à la famille et nos condoléances pour ce deuil. Et on espère de tout cœur que les fédérations feront tout ce qu'il faut pour que ce genre de drame ne continue pas, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui gravitent autour du foot, et c'est particulièrement dangereux quand c'est des cas de vie ou de mort comme celui-ci. Merci Lucas. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui est encore au Ghana. Il y en a un autre qui est encore au Ghana. Un jeune joueur. Exactement, sénégalais. Ouais, et donc lui, j'imagine que toujours dans les mêmes conditions. Les démarches sont entreprises d'ores et déjà pour qu'il regagne son pays, j'imagine. En fait, s'il le libère. En fait, exactement, il y a une collaboration entre les autorités sénégalaises et la police ghanéenne. Il est aux mains des ravisseurs. Exactement. Donc en fait, c'est la police ghanéenne qui s'en occupe avec la supervision des autorités sénégalaises. Justement, Julien, toi qui travailles avec les plus jeunes, est-ce que tu rencontres ce type de situation rapidement? Non, c'est très rare. C'est très rare. Je n'ai pas encore rencontrer ce genre de situation. Mais c'est plus au Cameroun. Bon, après, maintenant, je vais un peu fustiger aussi nos fédérations africaines de football parce qu'en fait, les jeunes sont très mal pris en charge. Et du coup, ils ont envie de sortir de manière prématurée du continent, voilà, à la recherche aussi, voilà, pour bien gagner de l'argent dans le football. En fait, on leur miroite un peu des rêves et ils se retrouvent parfois dans des conditions précaires. Voilà, souvent même d'ailleurs. Voilà, souvent, voilà. Dans certains pays, moi je vais par exemple vous prendre mon cas. Je suis arrivé en Europe en 2007
j'ai fait un tour du côté du Danemark. Voilà, nous sommes venus disputer un tournoi international. Et on nous a fait comprendre qu'on allait avoir des argents. Et toi, tu jouais dans quelle catégorie à ce moment-là? Voilà, moi je jouais U17. Voilà, donc c'était une équipe des U17. En fait, on nous a miroité qu'on allait avoir des argents de joueurs. Et quand nous sommes arrivés au tournoi au Danemark, on a fini ce tournoi, on n'a même pas vu un argent de joueur. Et voilà, on s'est livré à vous-même. Voilà. Donc, on était livrés à nous-mêmes et voilà, chacun a pris une destination inconnue. Ouais. Bon, heureusement que j'avais mon grand frère aîné. Qui t'a aidé par la suite. Donc il m'a aidé par la suite. Voilà, il m'a accueilli à Levallois et voilà. Donc c'est l'occasion justement de tirer une sonnette d'alarme et puis d'alerter, que ce soit les jeunes joueurs eux-mêmes, que ce soit les familles, les encadrants et tout ça. Soyez vigilants. C'est vrai que réussir son rêve de devenir footballeur professionnel, c'est quelque chose de forcément bien, très bien même, mais à condition que tout ça se fasse dans un certain encadrement. Merci en tout cas les amis pour cette lucarne. Merci Lucas. Et puis encore paix à l'âme de ce jeune joueur et puis soutien à toute sa famille. Mon cher Léo, toi tu veux parler plutôt d'un championnat qu'on qualifie de prolifique du coup. Tout à fait, moi je voulais revenir sur le début de saison en Ligue 1 parce que ce week-end il y a encore eu 40 buts, c'est la 3e fois que ça arrive seulement au 21e siècle, donc déjà en 25 ans, il faut en parler. Il y a eu 218 buts déjà d'inscrits après 8 journées. Ça fait une moyenne à peu près de 2 buts et demi par match, ce qui est énorme pour le championnat de France, qui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, je pense. Si on prend l'exemple, par exemple, en Ligue 1, après 9 journées, il n'y a eu que 235 buts, c'est-à-dire un petit peu plus, mais avec 2 équipes de plus aussi, puisqu'il y a 20 équipes là-bas, et une journée, donc 10 matchs même, de plus. En première ligue, après 8 journées, on n'est qu'à 207 buts. Pareil, il y a 20 équipes, même s'il reste un match à jouer ce soir. En Serie A, après 7 journées, il n'y a eu que 152 buts inscrits, donc près de 80 de moins. Donc voilà, moi, la Ligue 1, j'aimerais en parler un petit peu parce que je pense qu'elle est très dévaluée dans l'affect global voilà, rendre hommage à nos attaquants et à nos équipes qui nous offrent du spectacle week-end après week-end. D'autant que, effectivement, dans cette Ligue 1, on a pas mal de joueurs d'origine africaine qui évoluent. Donc c'est l'occasion justement d'en faire la promotion et surtout parce que, comme je l'exprimais en off les amis, cette Ligue 1, cette année en tout cas, connaît quand même, je sais pas moi, une recrudescence en termes de qualité de jeu. Tu penses la même chose que moi, Ousmane? Ouais, la Ligue des talents, on va dire, elle porte bien son nom cette année. Il y a des équipes quand même qui nous offrent du beau jeu. Moi, j'ai été séduit par le RC Lens. Strasbourg. J'ai été séduit par le RC Strasbourg. Ce sont des équipes que j'ai vues au stade. Par exemple, j'ai été séduit aussi par d'autres équipes de moins de calibre. Même Marseille, aussi. Ouais. Paris FC. Paris FC, que j'ai suivi, je suis depuis un peu plus de 2 saisons. Il y a Auxerre. Voilà, qui déploie un très très beau jeu. Même s'ils sont mal classés, mais ça joue bien. Exactement, ça joue très très bien. Ils étaient juste au début de la 2e partie de tableau l'année dernière. Je pense qu'ils ont fini 11e, un truc comme ça. Cette année, ils ont fait un beau match, par exemple, face au PSG au Parc. Merci Ousmane. À présent, les amis, on va basculer dans le journal du foot. Tout de suite et maintenant, Foot Panorama. On va revenir notamment sur quelques performances. Yann Diomandé, je ne sais pas si vous connaissez Yann Diomandé. Yann Diomandé, c'est la nouvelle pépite ivoirienne qui a démarré très très fort pour ses 2 premières sélections. 2 sélections, 2 buts pour ses débuts donc, avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans les qualifications au Mondial 2026. Le jeune attaquant s'impose déjà comme l'un des hommes à suivre de très près. Qui c'est qui souhaite réagir rapidement? Yann Diomandé, Ousmane, est-ce que tu as vu ses prestations? Ouais, c'est un très très bon joueur. Franchement, moi je suis... Qui évolue à Leipzig? Exactement. En Allemagne, je pense qu'il les a rejoints cette saison-là. Je suis surpris quand même de le voir aussi performant en équipe nationale parce qu'on connaît quand même le pédigré qu'il y a dans cette équipe ivoirienne. Mais c'est de bon augure pour la suite de sa carrière et surtout ce qu'il est en train de faire en Allemagne. N'est-ce pas? On continue justement ce foot panorama avec Christian Michel Kofan, lui aussi d'origine camerounaise. Il fait parler la poudre de plus en plus en Allemagne. L'international camerounais a offert un but précieux lors du spectaculaire 3-4 entre Leverkusen et Mayence. Une performance qui renforce ainsi sa place parmi les lions indomptables, pressentis donc pour la CAN 2026 au Maroc.
Julien? Je pense que Christian Kofané ne sort vraiment de nulle part. Parce que normalement, j'ai essayé de faire quelques recherches sur lui. En fait, c'est des recherches personnelles. Il n'a ni joué en première division au Cameroun, ni joué dans un club de deuxième division. Ou bien, en fait, il a fait un petit centre de formation au Cameroun. Et c'est comme ça qu'il s'est envolé par le biais des agents de joueurs. En fait, tu tends à dire qu'il n'a pas un cursus académique voilà, classique. En fait, exactement, il n'a pas un cursus académique. Voilà, donc il n'a pas un cursus académique, donc il est quitté comme ça avec des agents de joueurs au Cameroun. Il a eu cette chance-là. Et aujourd'hui, on parle de lui, mais malheureusement, il n'a pas encore été convoqué en équipe nationale du Cameroun. Mais... Si, je crois. Non. L'avant-dernière journée, je crois, apparemment, apparemment, il a refusé. Oui, il exactement. refusé, voilà, autant pour moi, excusez-moi. Si tu peux vérifier voilà, donc, ça. apparemment, il a refusé. Apparemment, il a refusé, soi-disant, il voudrait d'abord se focaliser sur son club et... Voilà. Dans tous les cas, il fait sensation de plus en plus on peut du côté de l'Allemagne. On parlait d'Yann Diomandé juste avant. Yann Diomandé, comme il peine pour le moment à s'imposer à Leipzig, où il a beaucoup de concurrence. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à ces jeunes joueurs aussi de s'imposer dans leur club. Et après, il a beaucoup de concurrence, mais Leipzig évalue déjà son transfert potentiel probable à 100 millions. C'est dans leur stratégie. Ça s'inscrit dans la stratégie Red Bull aussi. Mais ils vont dire la même chose pour Johan Bakayoko, pour Antonio Nusa, etc. Ils ont des très très bons ailiers à Leipzig. Et là, vraiment, si Yann Diomandé arrive à s'imposer, là, ce sera très très sérieux. Pour moi, j'ai l'impression que Leipzig, c'est un club formateur un peu. Oui. Il recrute beaucoup de jeunes et après, il les revend en fait. Quand on voit Xavi Simons partir, par exemple, exactement. à Tottenham cet été. Faire de lance justement des différents championnats européens. Foot Panorama toujours. En Algérie, cette fois-ci, les amis, Mohamed Amin Amoura. Ça ne vous a pas échappé, on est bien d'accord. Meilleur buteur justement de cette compétition des éliminatoires mondiales à zone Afrique avec 10 buts devant un certain Mo Salah. C'est une machine à but ce garçon, on va le retrouver forcément du côté de la CAN 2025 au Maroc. Il vous évoque quoi ce garçon? Il évolue du côté de Wolfsburg. Ouais, déjà la saison dernière, il a réalisé une très bonne saison en Bundesliga. Je pense que c'est un joueur qui est totalement adapté à ce championnat et un championnat qui est totalement adapté à ce joueur. C'est bien pour l'Algérie de pouvoir compter sur un buteur aussi prolifique parce qu'on s'est posé des questions ces derniers mois quant à l'identité d'un potentiel futur grand neuf comme une nation comme l'Algérie le mérite et on a besoin aussi parce que c'est important pour ce type de sélection. Donc tout à fait, là ça vient récompenser son bon travail depuis 1 an et demi, même 2 ans maintenant. Donc c'est très bien pour lui et c'est très bien pour l'Algérie et pour le foot africain en général. Et tout simplement pour le football même, de voir ces jeunes talents comme ça émerger. On en a besoin. Toujours Foot Panorama, les amis. Il n'a pas été sélectionné sur la dernière liste. Il n'a pas été sélectionné, voilà, on est bien d'accord. Exactement. On dit plutôt Kofané. Kofané. Non, c'est Kofané. Ça, c'est la prononciation française. Mais sinon, c'est Christian Michel Kofané. D'accord. C'est pour ça que tu es là. En Super Coupe de la CAF, les amis, Fiston Kalala Mayele a fait donc la différence. Son but décisif offre la victoire 1-0 donc à Pyramide FC d'Égypte face à la Renaissance Berkane du Maroc. Le Congolais a ainsi confirmé son statut de véritable tueur des surfaces sur la scène africaine. Est-ce que vous avez un regard appuyé justement sur notre ami Kalala Mayele? Pour moi, il n'est pas à sa place en jouant en Afrique. Il mérite un niveau beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est pas parce qu'il a déjà la trentaine? Je crois qu'il a 31 ans de mémoire. Exactement. Il a déjà 31 ans. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça, tu penses? Ouais, peut-être c'est ça qui lui fait défaut. Après aussi, on sait très bien qu'à Pyramide, il gagne bien sa vie. Donc, il est dans des conditions standards des équipes européennes aussi. C'est pas mal. Mais niveau compétition et tout, moi, je le vois bien plus haut que de jouer en Afrique. Je n'ai rien contre... Il joue aussi dans un grand club. Exactement, ça offre un certain de Real Madrid. Non, c'est Al Ahly. C'est comme ça qu'on a aussi des surprises et on verra s'il pourra nous surprendre, notamment dans les matchs de barrage pour la Coupe du Monde. En tout cas, il a été très bien face au Sénégal. N'est pas sûr d'y participer. Surtout attention aussi, je voudrais rajouter quelque chose. L'Égypte, ce n'est pas un championnat exotique. Non. Voilà. L'Égypte, c'est un très très grand championnat en Afrique parce que je me rappelle, j'avais un ami qui joue à la SEC. D'ailleurs, en fait, il joue à la SEC d'Abidjan, qui m'avait dit qu'il avait vu les installations de Al Ahly en Égypte. En fait, c'est des clubs qui n'ont rien envié, même au club
aux clubs européens, les clubs égyptiens. Et les salaires sont assez conséquents, comme le disait Ousmane. À la Coupe du Monde des clubs, on l'a d'ailleurs bien vu avec Al Ahly et les Mamelody Sundowns qui ont fait une bonne impression tout à fait. face à ce qui est présenté. Tout à fait. Face à ce qui est présenté comme les plus grands clubs de la planète. Donc ça prouve aussi qu'il y a du niveau chez les clubs africains. Tu parlais d'infrastructure, mon cher Julien, ça tombe bien, parce que cette fois-ci, on va s'arrêter justement sur le sacre marocain des U20. Grand coup de chapeau de Mohamed Wabi. Moi, j'ai envie qu'on s'arrête un instant. C'est vrai qu'on va parler de Yassir Zabiri, justement, qui a marqué 5 buts lors de cette compétition des U20, donc Coupe du Monde. Mais il y a un coach, justement, le sélectionneur des U20 marocain, Mohamed Wabi. J'ai envie qu'on s'arrête un instant sur ce monsieur, sélectionneur donc des U20, grâce à ses choix inspirés notamment lors de la séance des tirs au but face à la France. Souvenez-vous, il a réussi quand même quelque chose d'assez inédit pour pouvoir éliminer donc l'équipe de France. Il a propulsé donc le Maroc en finale de la Coupe du Monde U20 avec une victoire historique, avec un 2-0 à la clé face à l'Argentine. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis? C'est bravo donc au Maroc déjà dans un premier temps. Et Julien, tu réagis? Moi, je suis très content de cet entraîneur. Pourquoi? Parce que déjà, il représente l'Afrique tout entière. Et je crois que ça devait servir d'exemple à d'autres sélections africaines, de faire confiance aux entraîneurs locaux aussi, qui passent vraiment de très très bons diplômes CAF en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, on voit l'équipe nationale junior du Maroc qui est en train de performer au très haut niveau. Donc, pour moi, mais au-delà des diplômes aussi, c'est qu'on lui donne les moyens de travailler. Oui, exactement, exactement. Voilà. Ça, j'ai oublié de le rajouter. Voilà, ils ont des moyens, ils investissent beaucoup au niveau des infrastructures aussi. Voilà, ils se focalisent aussi beaucoup sur la formation des jeunes. Voilà, donc c'est un peu ces ingrédients-là qui leur font très très bien performer, quoi. Léo, il n'y a pas de hasard, le travail. Non, il n'y a pas de hasard et je pense que d'ailleurs le projet est mis en place. Donc la théorie et la pratique vont de pair en football comme à peu près dans tout dans la vie. Et on parlait de la formation marocaine. Je trouve que Zabiri, par exemple, qui a marqué le doublé hier en finale contre l'Argentine, c'est un symbole de la réussite du Maroc, puisqu'il est issu de l'académie Mohamed VI, donc qui est une académie prestigieuse, très prestigieuse, la plus grande académie du Maroc, certainement l'une des plus grandes d'Afrique, qui a une reconnaissance mondiale. Donc voilà, c'est aussi un joli signal envoyé à tous, déjà les jeunes. Regardez ce qu'on vous met à disposition, regardez ce dont on est capable, aux binationaux aussi, parce que voir forcément une génération de jeunes joueurs gagner des tournois importants, parce que ce n'est pas les premiers tournois importants que gagnent les jeunes générations marocaines, c'est important, ça aide aussi à construire une identité de sélection, donc c'est du bonus, et puis c'est que la deuxième sélection africaine a gagné la Coupe du Monde U20, après le Ghana en 2009. Lucas? Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu notamment la demi-finale contre la France. J'ai trouvé ça très drôle de faire jouer les 3 gardiens avec le 3e qui est rentré juste pour la séance de tir au but. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a le premier gardien qui était en fait, qui avait joué pour les U16, je crois, français, et qui avait déjà choisi en U20 de défendre les couleurs du Maroc. Et ça revient un peu à notre débat de la semaine dernière, où en fait les joueurs très très jeunes, ils vont voir que les conditions sont bonnes, ils ont envie de jouer pour leur pays d'origine et donc ils vont moins hésiter, ils vont très vite passer le pas et en fait représenter leur pays d'origine bien sûr très très jeune. Et après moi je voudrais un peu tempérer sur le niveau de la compétition parce qu'on sait que ce soit le Maroc, l'Argentine, la France ou les autres, aujourd'hui il y a tellement de jeunes joueurs, très jeunes joueurs qui performent dans des grands clubs que forcément c'est un peu trompeur sur les viviers de chaque pays, mais en soi il y avait toutes les forces en présence. Et je trouve que même au niveau du jeu déployé, par exemple sur la demi-finale, le Maroc a donné une leçon à la France. La victoire au tir au but, elle est un petit peu trompeuse. La première mi-temps, il peut y avoir 3-0, que ce ne serait pas du tout un scandale. Immérité, exactement. Donc moi, voilà, je suis très content de ce sacre. Et ça change un petit peu de voir des nations différentes remporter. L'Argentine, ils sont déjà champions du monde. Et ben voilà, il laisse sa place. Champion du monde du 20, c'est le Maroc. Et on verra s'ils arriveront à fermer dans quelques années. Et moi, j'ai envie d'insister justement sur tout ce qui a été mis en place depuis plusieurs années, qui aujourd'hui porte ses fruits. Et là-dessus, justement, Ousmane, tu souhaitais intervenir par rapport on a parlé de la binationalité justement des joueurs de football la semaine dernière. Dans cet effectif marocain justement, il y a un gardien qui joue par ailleurs du côté de l'Olympique de Marseille, qui s'appelle Ibrahim Gomis.
Tu as une histoire pour nous là-dessus? Exactement. C'est juste pour revenir encore sur le travail de SAP qu'est en train de faire la fédération marocaine, orchestré. Bon, je ne prends pas le dessus sur le duel, mais orchestré quand même par Walid Regragui. Il commence la détection à partir des U15, U14. Ils ont organisé des camps de détection ici en France. Ils le font dans plusieurs pays, notamment Othman Mamala, qui est le meilleur joueur du tournoi. Il était U18 des Pays-Bas, je pense. Voilà. Donc, tout ça là, il y a aussi Ibrahim Gomis qui avait manifesté son intérêt de jouer pour le Sénégal. Malheureusement, il n'a pas été pris. Il est de père sénégalais. Son papa est sénégalais, sa maman elle est marocaine. Oui. Et finalement, il est allé avec le Maroc. Il était titulaire en finale de Coupe du Monde qui remporte avec le Maroc. Et il y en a beaucoup. Il y a par exemple Sofiane Diop, de Nice. voilà, qui a choisi le Maroc au détriment du Sénégal. Et il y en a beaucoup vraiment qui vont faire ce choix-là parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Maroc a les standards des équipes européennes, que ce soit au niveau d'infrastructure, au niveau de staff, mais également au niveau surtout de la volonté d'aller gagner quelque chose. Mais autant aussi dire, hein, je répète, mais c'est la vérité, mettez à disposition des infrastructures modernes dignes de ce nom, de sorte à ce que ces joueurs dits binationaux optent pour la sélection dont ils ont véritablement envie. Les infrastructures et les compétences aussi. Ça va ensemble. Tout à fait. Les moyens humains. Parce qu'on peut avoir les plus belles infrastructures du monde si derrière il n'y a pas de compétences et de moyens humains, effectivement. Et je ne parle pas que des entraîneurs et tout ça, mais parce qu'un club de foot ou une sélection, ça englobe... c'est un ensemble. C'est un ensemble. Du cuisinier à l'entraîneur, aux joueurs. Donc effectivement, c'est un ensemble et c'est comme ça que fonctionnent et doivent fonctionner les meilleures équipes. Merci Léo. Justement, on va rester au Maroc d'une certaine façon, les amis, un pays dans lequel se joueront les matchs de barrage mondial 2026. On va parler du Nigeria, on va parler du Gabon, on va parler du Cameroun et on va parler de la RDC. Et ça se passe dans le débat de la semaine, c'est le foot à plat. Mon cher Léo, je vais te laisser présenter justement les 4 demi-finalistes qui auront droit à une seule place et cette place ne sera pas tout de suite qualificative pour la Coupe du Monde. Non, parce qu'on va le rappeler, après les barrages continentaux, il y aura les barrages intercontinentaux qui opposeront 6 équipes. Et à partir de là, il y aura on connaîtra les derniers qualifiés pour la Coupe du Monde. Du coup, je voudrais commencer par parler, on va faire par ordre de match. Donc on va commencer par la République démocratique du Congo, le Cameroun, ensuite le Gabon et le Nigeria. Donc pour situer un petit peu la RDC, qui est 60e aujourd'hui au classement FIFA, il ne compte qu'une participation en Coupe du Monde, donc en 1974. À l'époque, ils étaient d'ailleurs encore appelés le Zaïre. Ils avaient été éliminés dès le premier tour après avoir subi 3 défaites, donc contre la Yougoslavie, le Brésil et l'Écosse, et ils n'en avaient marqué aucun but et ils en avaient encaissé 14. Donc à l'époque, c'était vraiment une petite nation à l'échelle du paysage footballistique mondial. Par rapport à leur dernière confrontation avec le Cameroun, dont on va parler après, le Cameroun reste sur 3 victoires et 2 matchs nuls entre les 2 équipes. Et là, attention, je ne parle pas du Tchad, parce que je ne considère pas que ce sont les équipes A qui participent. Tout à fait. Concernant la Coupe du Monde 2026, donc la RDC a terminé 2e de son groupe B derrière le Sénégal et est la 2e meilleure équipe des qualifications. Donc, et enfin, si on doit faire une petite rétrospective par rapport à 2022, ils s'étaient qualifiés en tant que premier de groupe, mais ils avaient échoué au 3e tour des barrages, avec des barrages sous un format différent de 2026. Quant au Cameroun, on parle de la 54e nation au classement FIFA. C'est la première fois depuis octobre 2021 qu'ils sont si bas. Donc ça dit quelque chose un petit peu de leur peine rencontrée ces derniers mois. Ils ont eu 8 qualifications en Coupe du Monde. Ils ont fait notamment un quart de finale en 90. Et sinon, ils ont beaucoup d'éliminations au premier tour. Pendant la Coupe du Monde de 2022, ils ont terminé 3e de leur groupe G, mais ils ont notamment accroché une victoire de prestige face au Brésil grâce à un but de Vincent Aboubakar au bout du temps additionnel. Maintenant, pour passer sur le deuxième match de ces barrages, on peut parler du Gabon, qui est 77e au classement FIFA. C'est son meilleur classement depuis janvier 2016.
C'est le seul des 4 barragistes à n'avoir jamais disputé une Coupe du Monde. Leurs 2 derniers matchs contre le Nigeria, ça remonte à 2005. Lors des éliminatoires déjà à la Coupe du Monde 2006. C'est la meilleure équipe des meilleurs deuxièmes des éliminatoires à cette Coupe du Monde 2026. Et ils ont terminé avec 25 points, donc ce qui est énorme sur 10 matchs. C'est très surprenant d'ailleurs. Et c'est plus que 4 des 4 qualifiés directs, à savoir le Maroc, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Donc ça en dit long sur le niveau affiché. Et par rapport au Sénégal, au Nigeria, excusez-moi, qui sont pour leur part 41e au classement UEFA, ils ont 5 FIFA. Ils ont 5 qualifications en Coupe du Monde. Ils ont été absents en 2022 parce qu'ils ont été éliminés par le Ghana en barrage. Leur première participation, c'était en 1994 et ils avaient notamment terminé en tête de leur groupe après avoir rencontré l'Argentine de Diego Armando Maradona. Et sur leurs 5 dernières confrontations avec le Gabon, ils en ont remporté 3 et ont fait 2 nuls. Ainsi dressé le tableau de ces 4 équipes demi-finalistes pour ces barrages Coupe du Monde mondiale 2026. Julien, j'ai envie de te poser la question. Détache-toi un peu de ta fibre camerounaise. Voilà. Donc, Qui tu vois sortir justement de cette demi-finale? Déjà, dans un premier temps, je souhaitais déjà que le Cameroun, c'est quand même mon pays. Non, laisse ça. Voilà. C'est de ça que je te parle depuis. Sois objectif. Voilà. Tu vois qui sortir de là? Moi, je vois bien le Nigeria. Hein. Je vois bien le Nigeria sortir de là. Je vois bien le Nigeria passer actuellement. Le Cameroun est un peu dans une spirale négative avec tous les problèmes que rencontre notre sélection. Et je pense que ça va être très très compliqué pour nous déjà contre la RDC parce que déjà, même pour les barrages, on a eu du mal à se qualifier. Voilà, il a fallu qu'on attende les résultats de la dernière journée. On n'a même pas pu battre même l'Angola chez nous. Donc c'est très très compliqué. Mais l'Angola non plus, c'est pas, voilà, pas facile non plus. Hein. Oui, l'Angola n'est pas facile, mais je pense quand même qu'il y a la loi du domicile. Le Cameroun ne fait jamais un match nul à domicile, ça c'est très très rarissime ça, mais on a fait un match nul contre eux. Ne faisait. Voilà, exactement. Belle précision. T'es taquin, Malik. Donc c'est un peu très compliqué là pour nous, je reste un peu pessimiste quant à la qualification du Cameroun. Julien voit le Nigeria. Voilà, donc moi je vois bien le Nigeria, moi. Donc on va repréciser ça pour nos téléspectateurs, hein. Cameroun, RDC, Gabon, Nigeria. Pour avoir le ticket pour le barrage du mondial 2026. Tu vois qui sortir justement de cette demi-finale? Si on se fie à la forme du moment, normalement ça devrait être le Gabon. On part du principe que les matchs se joueront le 13 novembre de mémoire. Exact. Le 13 novembre. Exact. Et la finale le 16. Ouais. La finale le 16 ouais. Et les demi-finales donc le 13 novembre. Je dis, si on se fie un petit peu à la forme du moment, on mettrait une pièce sur le Gabon. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est-à-dire Aubameyang, il avait pris un carton rouge au dernier match. Il avait marqué un quadruplé. En gros, c'est lui qui mène cette attaque gabonaise, même si le collectif est bien... Il a pris un match ou 2? Parce que s'il a pris un match, c'est bon, là. Et il peut faire la finale. Il peut faire la demi-finale. De la demi-finale, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris exactement. Mais juste pour revenir par rapport à ça, le Cameroun, si on se fie à l'histoire, à l'expérience, le Cameroun a l'habitude de se sortir tout le temps de ses guet-apens. On se rappelle de ce qui s'était passé face à l'Algérie. Et il faut faire très très attention à cette équipe camerounaise. Quand elle est dos au mur, c'est là où elle devient la plus dangereuse. Et je mettrai une pièce sur le Cameroun. Les lions indomptables. Lucas. Moi, je vais rejoindre Ousmane, ce qu'il avait dit au début. Moi, je pense que le Gabon a une bonne chance. Et au-delà même de l'absence de Aubameyang, on sait que Denis Bouanga, depuis qu'il est en MLS, il s'éclate, il marque but sur but. Et je pense que sur un match, il peut, en tout cas, l'effectif gabonais, sur ce qu'ils ont montré sur les éliminatoires, ont la ressource pour prendre le relais de Pierre-Emerick Aubameyang. Même si c'est toujours difficile de se passer de son leader. Moi, en tout cas, je vois une surprise. On n'est pas sûr qu'il ne soit pas là. Hein. Si tu sur la demi-finale, on est sûr. Sur la demi-finale, on est sûr, pas sur la finale. Non. Parce qu'en fait, il y avait un match. Il a pris un... Ça m'étonnerait qu'il ait pris plus qu'un match pour ce qu'il a fait. Ouais, il a pris un rouge et je crois qu'il y a eu un match après. Oui, il y a eu un match contre les Swatini. S'il est suspendu pour un match, il participe à la demi-finale. D'accord. Toujours est-il que moi, je vois une surprise. Ça veut dire que je pense que ni le Cameroun ni le Nigeria ne seront les équipes qualifiées. Je pense que ça se jouera soit la RDC, soit le Gabon. Carrément. Je me fie beaucoup aux dynamiques, comme
comme on l'a dit. Je trouve que... c'est dans 3 semaines, hein. C'est dans 3 semaines. Bah justement, les dynamiques ne vont pas forcément s'inverser beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont revenir. Les effectifs seront sensiblement les mêmes. Et je pense qu'il y a aussi un... Comment dire, avec ce nouveau format, ça va peut-être donner à des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de se trouver à ce niveau-là la force pour faire la différence. Donc moi, je vois bien une finale entre même le Gabon et la RDC. Tout le monde a envie d'aller au mondial, hein, n'est-ce pas? Léo? Moi, je vais suivre Lucas. J'ai une petite surprise et je poserai une pièce sur la RDC. Non. Si. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est passée tout proche de se qualifier directement après avoir mené 2-0 face au Sénégal. Ils ont dû attendre la dernière journée. Et ils ont flanché sur un plan mental. Et je pense que c'est peut-être là où le bas peut les blesser, c'est qu'ils ne sont pas habitués. En effet, on a parlé du Cameroun tout à l'heure, ou du Nigeria, qui sont des habitués de ces grandes échéances. Mais la RDC, dans la dynamique actuelle, on a parlé de la dynamique du Gabon, mais la dynamique de la RDC, elle est très bonne. Ils ont remporté 7 de leurs 10 matchs de qualification, ce qui est pas rien quand même. Il y a aussi une situation, parce qu'ils vont affronter le Cameroun, il y a aussi une situation extra-sportive, je pense, au Cameroun, qu'il faut pas oublier, avec Marc Brice, avec Samuel Eto'o, qui est en difficulté avec le gouvernement. Tout à fait. Après, au Congo, en République démocratique du Congo, pardon, il y a un effectif aussi qui tient la route. Hein. On ne va pas dire que... Ils vont passer parce que le Cameroun aura peiné, parce qu'il y a aussi des bons joueurs de foot, c'est un bel effectif. Et tout ça mélangé, moi je pense que la République démocratique du Congo peut créer l'exploit de se qualifier même au-delà du Cameroun. C'est assez partagé. Et Aubameyang avait juste un seul match face au Burundi. Donc il prendra part à la demi-finale. Exactement. Écoute, Julien, tu souhaiterais rajouter quelque chose? Si Léo me permet de rebondir sur le sujet concernant les éliminatoires, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a de très très bons joueurs, mais le sélectionneur n'est pas très très top. Déjà, j'ai parcouru... Il n'est pas quoi? Il n'est pas top, le sélectionneur, donc c'est pas vraiment... Toi, tu le portes pas Non. Franchement, le sélectionneur n'est pas très top. Déjà, on constate qu'il a un gros problème au niveau de la gestion de l'effectif. En fait, c'est-à-dire depuis au moins 3 mois aujourd'hui, le Cameroun n'a pas une équipe type. Les joueurs se succèdent de jour en jour et de mois en mois. Aujourd'hui, ils mettent l'équipe, demain, ils mettent l'équipe. Comment est-ce qu'on pourra retrouver une cohésion au sein de l'équipe camerounaise alors qu'il a de très très bons joueurs qui évoluent dans de très bons championnats? Voilà, avec en fait, il peut très très bien composer avec ces joueurs-là. Mais en fait, il n'arrive pas à trouver la formule magique, voilà, pour bâtir une équipe type. Donc aujourd'hui, le Cameroun n'a pas une identité de jeu. D'accord. Donc pour toi, la cohérence au niveau du jeu pratiqué par le Cameroun, piloté par Marc Brice, non, et simplement avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'on sait qu'avec Samuel Eto'o, ça se passe pas très bien. Il n'a pas son soutien total. Mais c'est difficile, je pense. Marc Brice, Samuel Eto'o, je suis désolé. Mais tes joueurs, tu as envie d'aller à la Coupe du Monde. Mais je pense que Marc Brice aussi... C'est peut-être la seule Coupe du Monde à laquelle tu vas participer. Mais ils ont une grosse pression, comme le gars est en train de le dire. La pression, ils l'ont autant que le Gabon, là, le Nigeria. C'est le Cameroun, ils ont un statut à assumer. Toutes les 4 équipes en question ont la pression, et d'autant que les matchs vont se jouer sur un terrain neutre, ça va se jouer au Maroc. Donc je vais dire, la pression de son public, tu ne l'auras pas directement. Mais je pense que le Cameroun a plus de pression que les autres équipes. Non, mais plus encore que le Nigeria, qui en a lui-même plus que le Gabon et la République démocratique du Congo. Mais est-ce que Marc Brice a la pression ou la motivation? Moi, c'est qui m'a... Est-ce qu'il a un vestiaire uni? Non. Ça, c'est une bonne question. Moi, ce qui m'agace avec Marc Brice, aujourd'hui avec Marc Brice... Oui, tu l'as dit, il n'a jamais la même équipe. Oui, il n'a jamais la même équipe, mais c'est qu'il trouve aussi un prétexte, comme quoi c'est le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT qui ne le fait pas perdre. Qui ne fait pas en sorte que le Cameroun performe au haut niveau. Or, moi, je trouve que c'est un peu une forme de manipulation et il se dédouane un peu de ce truc-là, quoi. Parce que normalement, on a toujours rencontré beaucoup de problèmes internes entre la fédération et le ministère. Mais c'est un problème. Voilà, il y a toujours... Dès lors qu'on a ces problèmes-là. On invite un Camerounais sur le plateau. Ça chauffe. C'est le continent. Et Julien, le continent est donc c'est... Julien. Non, mais garde la foi. On sait que tu as pronostiqué le Nigeria, mais au fond de toi, tu souhaites que le Cameroun y soit, n'est-ce pas? Ça va être compliqué. En tout cas, que le meilleur gagne. Moi, j'aurais prôné pour un changement de sélectionneur tout de suite. Pour l'instant, je pense que c'est un peu tard. On est à peine 3 semaines, justement, des conférences
confrontation directe. Hein. Je pense qu'il faut attendre quand même, savoir si Marc Brice peut... Bon, moi, j'aurais fait une décision radicale. Cette équipe du côté, justement... Ah, d'ailleurs, hein, mon cher Léo, quand une fois que ces demi-finales sont jouées, la finale jouée, une fois qu'on a le vainqueur, il ne participe pas directement. Ah non, Voilà. comme on disait en d'accord. introduction, il y a des barrages intercontinentaux, donc qui vont opposer 6 équipes. On connaît déjà l'identité du représentant de l'Océanie, qui sera la Nouvelle-Calédonie. Donc on pourra avoir 2 équipes, entre guillemets, françaises à la Coupe du Monde. On connaît le représentant de la CONMEBOL, donc qui est la Bolivie. Il reste encore à déterminer ceux de la CONCACAF et le représentant asiatique. Donc il y a au minimum 3 matchs, si j'ai bien compté, au minimum. Tout à fait. Bon, c'est pas facile. Hein. C'est un chemin tortueux. Une chose est de se qualifier justement, mais après il va falloir aller affronter les autres. La Coupe du Monde, ça se mérite après. Ben, ça se Surtout que ce sera au mois de mars. En fait, Juste avant le début. C'est ça. En fait, moi, dans ma vision panafricaniste, voilà, que ça soit le Nigeria ou le Cameroun, moi je serais toujours content, mais je préfère vraiment que ça soit une équipe méritante qui va en Coupe du Monde. Voilà, que ça soit le Nigeria ou le Cameroun. Si ça se passe comme ça dans les vestiaires, c'est sûr que ça va pas marcher. Parce qu'il faut qu'on le fasse enchaîner, mon cher Lucas. Allez, on va partir tout de suite pour la chronique que tu préfères. Mon cher Lucas. Oui, Malik, pour ce que tu préfères, on va comparer les 2 ailiers stars de Liverpool, il fut un temps, Sadio Mané et Mohamed Salah. J'ai commencé par Sadio Mané, donc 33 ans, formé à Génération Foot à Dakar. Il débute sa carrière logiquement au FC Metz, on connaît la passerelle, avant de se révéler à Leipzig, puis à Southampton. C'est pendant ces 6 années à Liverpool qu'il marque, on va dire, un petit peu sa légende dans le foot européen, avec notamment, point d'orgue, le titre en Ligue des Champions en 2019. Ensuite, il est passé au Bayern et au Qatar, où ça se passe plutôt bien pour lui. Voilà, à un niveau, on va dire, moindre. Lui, il s'éclate au Qatar. Il prouve qu'il a toujours des... En Arabie Saoudite, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pense au Qatar. Et voilà, à Al Nasser, effectivement. Et donc, c'est 591 matchs pour 242 buts en club. Surtout, il a remporté la CAN 2022 avec sa sélection, pour qu'il compte 116 caps et 49 buts, et 2 fois Ballon d'Or africain, 2019 et 2022. Mohamed Salah, même âge, 33 ans, formé à Al Mokawlon en Égypte, il s'est fait remarquer au FC Bâle et il a explosé en Italie, à la Fiorentina, puis à l'AS Roma. Lui aussi, un an après Sadio Mané, en 2017, il arrive à Liverpool. Il y est depuis 8 ans et il est un des joueurs les plus importants de l'histoire même de Liverpool. Il est le 3e buteur all-time de cette équipe et il facture en club 663 matchs pour 325 buts. En plus de ça, il a remporté une 2e Première Ligue, ce que n'a pas remporté Sadio Mané. Et il a... Par contre, une carrière, on va dire, un petit peu brillante en sélection, puisqu'il n'a jamais remporté la CAN, malgré 2 finales. Et il a participé une fois à la Coupe du Monde en 2018. C'est quand même 106 sélections pour 62 buts. Et lui aussi, 2 ballons d'or africains en 2017 et en 2018. Même s'ils sont complémentaires, on va dire qu'ils n'ont pas exactement le même rôle sur le terrain. Mohamed Salah est plus finisseur, un joueur plus, on va dire... qui va être plus dans l'efficacité, alors que Sadio Mané, il est plus créatif, il a plus de facéties et il va plus déséquilibrer un bloc que Mohamed Salah. Donc entre, on va dire, l'artiste et l'efficace, je voudrais savoir lequel vous préférez. Léo, rapidement les amis. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais Mohamed Salah, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu'il a fait à Liverpool, la régularité avec laquelle il le fait, c'est exceptionnel. Lucas disait que c'est une légende de Liverpool, c'est aussi une légende de la Première Ligue par rapport à tout ce qu'il a fait, le nombre de buts, le nombre de passes décisives. On parle de la régularité, les titres. Liverpool n'avait plus remporté de titre depuis 30 ans, il leur en a apporté un second la saison dernière. Il a apporté lui aussi le tout à fait, titre, tout à fait. Non, mais le nom de la chronique, c'est juste tu préfères. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais à mon sens, je préfère Mohamed Salah. Trouvez l'argument fallacieux, mais vas-y. Je préfère Mohamed Salah pour toutes les raisons que j'ai évoquées et mon choix. J'ai même pas envie de donner la parole à Ousmane. Sans Mohamed Salah. Je te jure. Oui, Julien. J'ai du respect pour les 2 joueurs. J'ai vraiment du respect pour les 2 joueurs. Mais actuellement, Mohamed Salah joue quand même un championnat plus huppé. Non, mais on parle en fait de leur prime. Chacun a son prime. Dans l'absolu, tu préfères qui? Non, franchement, moi, je préfère Sadio Mané. Je préfère Sadio Mané parce que voilà, le Sénégal n'avait jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Et grâce quand même à Sadio Mané aujourd'hui, le Sénégal fait partie des meilleures nations de football en Afrique et qui commence même déjà aussi à rivaliser
avec des grandes nations de football au monde. D'ailleurs... et qui travaille de mieux en mieux, un peu comme ce que fait le Maroc. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous voyez, de plus en plus, il participe aux Coupes du Monde. Donc ça c'est aussi grâce à Sadio Mané. Il a su apporter quand même quelque chose dans cette équipe du Sénégal. En fait, voilà, donc c'est un ingrédient qui manque au Sénégal. Léo, voilà. Lucas, tu penses qu'on doit donner la parole à Ousmane? Bien sûr, je veux savoir. Ousmane, bien sûr, je préfère savoir ce qu'il va dire. Bah, ça, c'est logique. Il n'y a même pas à poser la question. Bien sûr que Sadio Mané. Mais ce n'est pas parce que c'est le fait qu'il soit sénégalais ou pas. Mais si on voit Sadio Mané, c'est plus un joueur d'équipe. C'est un joueur qui ne s'attarde pas sur ses statistiques individuelles. Même s'il y a une saison où ils ont explosé, ils ont fini tous les trois, lui, Aubameyang et Mohamed Salah, comme meilleur buteur de la Premier League. Il a marqué 0 penalty. Donc ça veut dire son importance. C'est un joueur qui a marqué dans des phases décisives en Champions League. Notamment, on se rappelle d'un match face au FC Porto et tout. Pour moi, Sadio Mané, c'est le joueur qui peut jouer n'importe où. Liverpool, à son arrivée, il jouait ailier droit. Il a fait ailier gauche et il a fini numéro 9. Il a joué à tous les postes. Au Sénégal, actuellement, il joue même 9 et demi. Donc tout ça là, ça montre que c'est un joueur qui est tout le temps au service du collectif. Et il commence à marquer des coups francs maintenant. Bah, exactement. Magnifique coup franc, ouais. Il a été à l'école de CR7. Hein. Ça, il l'a dit. Il oui. s'entraîne souvent avec CR7, avec Al Nassr. Bah, écoute, pourquoi pas. On a eu le face-à-face en Sadio Mané, Mo Salah. On aura notre face-à-face à nous sur ce plateau. On va se poser la question de savoir, pour revenir à la CAN qui arrive bientôt du côté du Maroc, on va se poser la question de savoir si Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain, joue sa crédibilité sur cette CAN. C'est dans le face-à-face. Alors, chers amis, le face-à-face, justement, on va parler de Walid Regragui, comme je le disais tantôt, ancien international marocain, devenu entraîneur reconnu, sélectionneur depuis 2022. Il est l'un des symboles du renouveau du football marocain. Avec ses hommes, il a accompli un exploit historique au Mondial 2022. Une demi-finale, première pour une nation africaine. Bilan actuel, c'est 34 matchs, 23 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Aujourd'hui, le Maroc organise donc sa CAN 2025 à domicile. Le Maroc regorge d'excellents internationaux, ce qui entraîne forcément une pression considérable sur l'équipe et le sélectionneur. Fort de tous ces éléments en jeu, il est donc normal, en tout cas pour Afrofoot, de s'interroger, de se poser la question suivante. Le sélectionneur Walid Regragui joue-t-il sa crédibilité sur cette CAN? Chacun de nos chroniqueurs a 2 minutes pour s'exprimer. On va commencer par toi, Ousmane. 2 minutes chrono. Top. Je dirais plutôt que Walid Regragui a déjà consolidé sa crédibilité. Et la CAN n'est qu'une étape plutôt qu'un tout ou rien. Je m'explique. Tu l'as dit tout à l'heure sur ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Tout le monde a vu sa patte tactique. Tout le monde a vu aussi le travail de SAP qu'il a fait pour amener certains joueurs. Donc on se rappelle aussi de son sens du management. Tout à l'heure, récemment, il y a une vidéo qui circulait avec Achraf Hakimi où il montrait un petit peu sa fierté de le voir terminé 6e au Ballon d'Or. Sa gestion humaine et également son staff très sérieux. Notamment, il y a un joueur qu'il a recruté récemment en équipe nationale, à savoir Naïl El Ainaoui, qui joue à l'AS Roma, qui l'a dit à nos confrères de RMC Sport en disant que Walid, il sait ce qu'il veut, il sait là où il veut aller et il se donne les moyens pour. Et en plus, il a un staff un staff complet qui permet d'avoir tout ça là. Et on se dit aussi son travail à travers les sélections de jeunes, parce que tout à l'heure, on a cité des joueurs qui ont brillé à la Coupe du Monde U20. Est-ce que vous savez que ces joueurs-là faisaient partie de sa présélection récemment? Donc tout ça là, ça montre le travail de SAP qu'il a fait. On n'en parle même pas des records, 16 victoires consécutives, top 15 du classement FIFA depuis des mois, le travail de scouting. Donc oui, des enjeux sont élevés. Une attente de victoire depuis 1976 pour le Maroc, mais gérable pour un coach de son calibre. Donc non, Regragui ne joue pas sa crédibilité sur cette CAN. Elle a déjà scellé et amplifié par son management anticipatif et qui en fait la pierre angulaire du projet Maroc moderne, partant de la CAN 2025 à la Coupe du Monde 2030. Merci Ousmane, tu me donnes une vingtaine de secondes justement pour
reprendre en substance ce que tu as dit. Pour toi, au vu justement de son pedigree, il ne joue pas sa crédibilité sur cette CAN 2025 du côté du Maroc. Lucas, tu dis complètement le contraire de ce que Ousmane vient d'évoquer. Oui. Tu as 2 minutes pour t'exprimer. C'est parti. Totalement. Et je m'appuie même sur ce qu'Ousmane dit pour mettre encore plus de pression à Walid Regragui. On sait qu'il a, comme tu dis, fait un travail absolument énorme qui dépasse le cadre du terrain avec sa sélection. Mais en fait, pour que ce genre de choses puisse durer, il faut que ce soit validé par les résultats. On sait qu'il y a des coachs, je vais prendre des coachs européens en exemple, notamment Joachim Löw, qui a été champion du monde avec l'Allemagne et qui a eu des défaites pendant des années. Et ben, il a été amené à continuer parce qu'il avait validé son projet par une victoire. Pareil avec Didier Deschamps, dont le jeu est très souvent critiqué en France, mais qui continue à être sélectionneur parce que la victoire en Coupe du Monde 2018, il lui a donné un certain statut. Et bien, il y a ce problème-là avec Regragui, c'est que déjà la presse marocaine très souvent fait état d'un jeu qui ne serait pas à la hauteur de l'équipe qui est alignée sur le papier. On sait que bon, elle est assez sévère la presse marocaine, notamment c'est vrai quand tu évoques les 16 victoires. Mais effectivement, comment dire, il y a des critiques sur le jeu qui est déployé. Ensuite, je pense que la demi-finale du Mondial 2022 ne restera pas dans le temps comme une victoire. Donc pour moi, la victoire en CAN notamment, elle est indispensable. On se rappelle qu'à la dernière, cette élimination 2-0 en 8e de finale contre l'Afrique du Sud, elle a fait mal. Je pense que s'il subit un tel affront à domicile, on ne mesure pas la pression qui sera la sienne et que malgré tout le bon travail qu'il a fait en amont, je pense qu'il devra peut-être même rendre son tablier. Donc je pense que là, tu as raison dans toute l'importance qu'il a dans le foot au Maroc, au-delà même de la sélection. Par contre, pour moi, sans une victoire ou au moins une finale, on sait qu'en plus, à domicile, avec l'effectif du Maroc qui est très très riche, il va avoir une pression qui est très très forte. Donc je ne vois pas comment, il pourrait s'en sortir sans pression s'il ne fait pas un très bon résultat, c'est-à-dire au minimum la finale. Merci voilà. Lucas, justement 25 secondes encore pour vous dire que chez vous, vous faites votre avis sur le plateau, ni Léo ni Julien ne vont réagir. Vous faites votre avis et vous nous dites qui pour vous a remporté, si je puis dire, ce duel, ce face-à-face. Tout de suite et maintenant, mon champion, on va rester avec toi. On va aller faire un clin d'œil avec une autre légende du foot africain. Cette fois-ci, c'est dans Crack Légende. Mon cher Lucas. Aujourd'hui, Malik, dans Crack Legend, je vais te parler de Rabah Madjer, donc un des rares footballeurs qui ont quand même donné leur nom à un geste. Rabah Madjer, il est né en 1958 à Alger et il a voulu très vite imiter son idole Johan Cruyff et il est rentré dans les équipes de jeunes du Nasser Athletic Hussein Dey, qui était un petit club algérien et dont il a participé à faire parmi les plus grandes épopées, dont la Coupe d'Algérie en 1979. Il a très vite été remarqué pour ses qualités de dribble, de vitesse, mais surtout de créativité. C'est un joueur qu'on peut appeler un génie, qui tentent des choses que les autres joueurs n'osent même pas imaginer. En 83, il découvre le football français, d'abord au RC Paris puis au FC Tours. Il met en évidence ses qualités de buteur, mais c'est bien au FC Porto, qu'il rejoint en 1985, qu'il va écrire sa légende. Pendant 6 saisons, entrecoupées d'un prêt au FC Valence, il va vraiment illuminer le Stade du Dragon par ses dribbles, ses inspirations et aussi ses buts. Ses buts, on va parler du plus fameux. Donc on est en 1987, finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et le FC Porto. Le FC Bayern mène à la mi-temps avec, on va dire, une aisance très très forte. Et donc personne ne voit le petit FC Porto revenir. Et pourtant, Rabah Madjer, avec son inspiration, avec cette talonnade derrière la jambe d'appui, avec sa Madjer, il va égaliser avant quand même d'offrir aussi une passe décisive pour le but de la victoire à l'attaquant brésilien Juari. Quelques mois plus tard, en finale de la Coupe du Monde des clubs, il marque aussi le but vainqueur en prolongation contre Peñarol. Donc une année 87 exceptionnelle qui est d'ailleurs récompensée par un ballon d'or africain. Jusqu'à son départ en 1991, Rabah Madjer, c'est vraiment une idole au Stade du Dragon à Porto. Et ce n'est pas son petit échec, il est parti ensuite au Qatar, qui a remis ça en perspective. Avec la sélection algérienne, c'était un élément central de la génération dorée des années 80, notamment avec Mustapha Darleb et Lakhdar Belloumi. En témoignent ses 86 sélections pour 29 buts. Il dispute 2 Coupes du Monde, 82 et 86. On va s'attarder surtout sur la Coupe du Monde 1982, puisqu'elle est particulièrement connue pour le match de la honte entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche, que l'Allemagne a gagné 1-0, se qualifiant et donc laissant l'Algérie éliminée à la différence de but. Il faut quand même noter que l'Algérie avait battu l'Allemagne de l'Ouest lors de cette compétition avec un but de Rabah Madjer.
Il connaît la consécration avec l'équipe d'Algérie à la CAN 1990, puisqu'après une finale perdue en 1980 et une troisième place en 1984, l'Algérie remporte sa première CAN à domicile. Et en plus, Rabah Madjer, il est élu meilleur joueur du tournoi. Après sa carrière de joueur, Rabah Madjer, il s'est laissé une carrière d'entraîneur qui a été beaucoup moins fructueuse, on va dire. On pense notamment à ses 4 passages à la tête de la sélection algérienne qui n'ont jamais été couronnés d'un grand succès. Mais quoi qu'il en soit, Rabah Madjer, ça reste une icône du football algérien et africain. Un authentique génie, comme je disais, un joueur qui tente des gestes qu'on ne voit nulle part, des vraies inspirations qui vont égayer un match de foot et faire plaisir à tous les amateurs. Et il reste surtout un geste à son nom, la Madjer, synonyme d'audace et de génie, qui colle très bien à son personnage. Merci Lucas, justement, pour ce retour en arrière très important de se souvenir des devanciers. Rabah Madjer, donc un geste, une légende, cette fameuse talonnade comme ça, au fond des filets, qui reste justement dans les mémoires des plus anciens ici sur le plateau. Je ne sais pas si Ousmane... Il est plus jeune aussi. Non, je n'étais pas encore né. Ousmane allait regarder ça sur YouTube, entre autres. Les amis, tout de suite et maintenant, on va parler des événements qui arrivent, notamment dans Prochain Contrôle. Il y a la Ligue des Champions qui arrive dès demain, mardi. Alors, dans Afrofoot, on ne va pas évoquer forcément tous les matchs. On va retenir le match Atlético face à Arsenal dans un premier temps. Et puis, en Ligue 1, il y a aussi l'Olympique Lyonnais qui va se retrouver face au RC Strasbourg. Et puis dans l'après-midi, il y a un certain Real Madrid face au FC Barcelone. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre exactement, je crois que c'est le Real Madrid qui reçoit plutôt. C'est le Real qui reçoit. C'est le Real qui reçoit. Quelle est l'affiche justement sur laquelle vous allez vous arrêter parmi les 3 affiches précitées? C'est difficile de répondre autre chose qu'un Real-Barça, honnêtement. En plus, les deux ne se jouent pas en même temps. Real-Barça, c'est à 16h15. Tout à fait. Et Strasbourg-Lyon, c'est plutôt... c'est à 20h45 dimanche soir. Donc on a le temps de... Et en Ligue des Champions, il n'y a pas d'affiche folle. Le Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, ça va être sympa. Sur le papier, en tout cas. Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. Mais sur le papier, c'est sympa. Il y a un Real Juve. On le regarde pour le travail, sympa qu'un supporter, mais je veux dire, c'est pas une affiche qui... Il y a un Liverpool-Francfort qui va être très très bien, je pense. C'est vrai que Liverpool, ça va pas très non, 4 défaites d'affilée. Mais effectivement, je pense que cette semaine... rapide pronostic, Real, Madrid, Barcelone. 100% Real, moi. Non, pas en tant que supporter, en tant qu'observateur. En tant qu'observateur, on voit la forme du FC Barcelone. On voit aussi qu'ils sont amputés de Hansi Flick, donc je mettrai une pièce sur le Real. 2-1 pour le Barça. Julien? Le Real va gagner. Combien? 2-0. Mon Dieu. Lucas? Je vois une victoire du Real Madrid aussi. Moi, j'aime bien le Lyon-Strasbourg qui arrive. Léo? Ça va être sympa à regarder, ça va être difficile pour Lyon, surtout dans sa forme actuelle. Après avoir, les deux équipes vont jouer, on le rappelle aussi, en Coupe d'Europe cette semaine. Ton pronostic? Je pense que Strasbourg va l'emporter 2-0. Match nul. Et toi, Lucas? 3-1 pour Strasbourg. Julien? Strasbourg va l'emporter 2-0. Merci beaucoup les amis, merci d'avoir été là. On va remercier toute l'équipe d'Afrofoot menée par Romain ainsi que Mustapha. Merci donc à toute la direction. Merci à Léo, merci à Lucas, merci à Ousmane, merci à Julien. On ne va pas oublier nos amis Stéphane Desenclos, Alexandre, qui d'autre, j'ai cité tout le monde. Toute l'équipe, en tout cas Désiré. Tiens, salut à toi mon cher Désiré. On se donne rendez-vous lundi prochain avec beaucoup de plaisir. Salut.